Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans Ça vous regarde. À la une ce soir, comment obliger au télétravail. Avec l'épidémie qui flambe, l'exécutif appelle les entreprises à le généraliser au maximum. En septembre, seuls 12% des salariés ont travaillé à la maison. Alors pourquoi employeurs et salariés ne jouent pas vraiment le jeu? Faut-il rendre le télétravail obligatoire et le peut-on vraiment? C'est la question du grand débat ce soir. Jusqu'où ira l'escalade? La tension entre Paris et Ankara ne retombe pas dans le sillage des déclarations choc de Recep Tayyip Erdogan. Après l'appel au boycott des produits français, le ministre turc de la Culture qualifie, je cite, Charlie Hebdo de bâtard. En cause, la nouvelle une du journal satirique qui montre le président turc en slip, une bière à la main. On va décrypter tout cela dans la deuxième partie de cette émission. Enfin, notre grand témoin ce soir a du pain sur la planche. Le plan de relance qu'il doit faire voter à l'Assemblée semble déjà caduc. L'État a-t-il les moyens d'absorber un nouveau choc économique avec ce nouveau tour de vis? Le rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. Tout de suite, le grand débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir Laurent Saint-Martin. Bonsoir. Masqués ce soir, nos invités le sont. Protocole sanitaire à l'Assemblée. Même les chroniqueurs, Myriam, même les chroniqueurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de La République En Marche du Val-de-Marne. Vous venez de publier un petit livre qu'on va voir s'afficher à l'antenne, La fabrique de l'impôt, chez Alma Éditeur. Comment faire consentir les citoyens à l'impôt. Vous êtes aussi rapporteur général du budget. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission parce qu'on se pose la question, la loi de finances pour l'année prochaine est-elle déjà obsolète avec ce tour de vis d'ampleur qui va être annoncé? Je précise d'emblée à nos téléspectateurs que cette émission est enregistrée avant les annonces à 20h d'Emmanuel Macron. À cette heure-ci, on ne connaît donc pas encore l'ampleur du reconfinement qui nous attend sûrement. Mais une chose est sûre, le président de la République va demander aux entreprises de faire encore plus en matière de télétravail. Bonsoir Benoît Serre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va en parler puisque vous représentez les DRH. C'est vous qui êtes en mesure de faire appliquer le télétravail dans les entreprises. C'est pas facile. Vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, Maître Franck Morel est avec nous également. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialisé en droit du travail. Un représentant des salariés de la CGT, Fabrice Andjei, va nous rejoindre dans quelques minutes. Et bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Stéphane Blakowski, vous connaissez le télétravail, vous avez planché toute la journée que de souvenirs sur le sujet. Qu'avez-vous compris, votre billet, pour démarrer cette émission tout de suite? Si j'ai bien compris, Stéphane, ce soir. Vous l'avez dit, si j'ai bien compris, la semaine prochaine, je vais donc, il y a grande chance que je me retrouve chez moi avec ma femme, mes 3 enfants, mon chien. Je vais m'enfermer dans mon bureau et puis on va refaire des chroniques par Skype, comme on avait fait pendant le confinement. Vous vous souvenez? Alors, quel souvenir. Ça ne me fait pas spécialement plaisir, mais que voulez-vous, c'est retour du confinement, donc égal retour du télétravail, vous l'avez dit. En tout cas, c'est ce que souhaite Elisabeth Borne, on l'écoute. Vous avez compris que dans le contexte actuel, il faut aller au maximum de ce que l'on peut faire sur le télétravail. Pourquoi vous le rendez pas obligatoire, ce télétravail? Je crois que c'est à peu près ce que je suis en train de dire. Quand on peut quand on est sur un poste où on peut télétravailler, il faut télétravailler. Si on écoute bien la ministre, elle encourage au télétravail au maximum, mais ça n'est pas obligatoire. Elle a dit c'est à peu près obligatoire. Donc c'est ce que je veux dire, pas tout à fait. En fait, non. Le retour au télétravail, c'est surtout avant tout une mesure sanitaire. Donc c'est pas destiné, en tout cas pour l'instant, à s'inscrire durablement dans la loi. C'est surtout lié aux circonstances. D'ailleurs, quand le gouvernement communique, vous voyez sur la question, on peut lire ce qui est écrit. Ils disent on doit télétravailler autant que possible. Donc c'est pas vraiment une obligation. Bon, faut dire en même temps que tout le monde n'avait pas forcément très envie de développer le télétravail en France. Par exemple, en juin dernier, à la fin du confinement, le patron du MEDEF, qu'est-ce qu'il en pensait du télétravail? Regardez, il l'a dit aux Parisiens, il disait ça ne doit pas devenir la norme, le télétravail. Puis d'ailleurs, il n'était pas le seul, 10 jours après qu'il ait dit ça, le ministre de l'économie disait exactement la même chose, figurez-vous. Ne pas devenir la norme. Le télétravail ne doit surtout pas devenir la norme. Mais tous les patrons ne sont pas hostiles au télétravail. Non, on va dire, tous les patrons ne sont pas hostiles, ne me faites pas dire du mal des patrons, pas du tout. Il y en a qui ont réfléchi à la question, qui ont fait leurs calculs et qui se sont dit, en fait, c'est super le télétravail, ça a des gros avantages. Regardez, Carlos Tavares, patron du constructeur automobile PSA, il trouve ça génial le télétravail en fait. 40 000 personnes en télétravail, la conséquence c'est que forcément il y aura sans doute moins besoin de bureaux, moins besoin de loyers, ça sera l'occasion de faire des économies.
vous voyez, donc les patrons, eux, ils sont pas très favorables, mais à la CFDT, chez PSA, on a fait un sondage en interne. Et du coup, les salariés étaient inquiets, disant si on télétravaille, on va s'éloigner en fait, on va fragiliser notre emploi. Donc on en est là. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que le télétravail est en recul par rapport au confinement total, le premier confinement. Bah oui, si les patrons sont méfiants et que les salariés sont inquiets, c'est sûr que ça n'aide pas forcément à se mettre d'accord. Donc effectivement, le télétravail a diminué. C'était 17% de salariés pendant le confinement, selon la DRS. Et à la rentrée, il n'y avait plus que 12%. Vous voyez, les chiffres étaient cités par le Figaro. Mais c'est un peu ridicule en fait de résumer ça. Ces deux chiffres parce que c'est extrêmement varié sur le territoire. D'abord en fonction des métiers, on s'en doute bien. Alors donc forcément les assurances, la banque, nous, regardez, on est assis, je parlais de ma chronique sur Skype, et puis il y a d'autres métiers où c'est moins possible. Et puis il y a aussi des grandes disparités en France, sur le territoire. Vous voyez qu'en Ile-de-France, par exemple, jusqu'à 30% de télétravail, beaucoup de sièges sociaux, de bureaux sédentaires. Dans les Hauts-de-France, c'est 3 fois moins. Donc difficile de faire des généralités sur ce sujet. Alors quel est l'avenir du télétravail ? Pour en savoir plus, il faudra justement attendre le 3 novembre, puisque les méfiants et les inquiets vont devoir se parler pour voir si patrons et syndicats vont devoir se parler pour faire avancer le dossier. En attendant, ce qui est sûr, c'est que on va reprendre le télétravail. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ça durera après le confinement, après l'épidémie. Eh bien, on va se poser la question. Merci beaucoup, Stéphane. Benoît Serre, l'impulsion télétravail, elle a été massive au moment du confinement, et puis c'est retombé. Alors, c'est compliqué de faire le bilan. Les fameux 12% dont parlait Stéphane, c'est 12% des heures travaillées par semaine des salariés en télétravail, je précise. Mais pourquoi c'est retombé ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, sur les chiffres, c'est important, parce qu'en réalité, pendant le confinement, on était à presque 37% de gens qui télétravaillaient en France pendant le confinement. Sur l'ensemble des salariés français, publics, privés ? On était à 37%. Donc ça, c'est un point quand même important. La seconde chose, la France, avant le confinement, est un pays en retard sur le télétravail par rapport notamment aux pays d'Europe du Nord. Il n'y a aucune raison pour qu'après le confinement, elle soit en avance. La seule différence, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que certaines entreprises ont découvert deux choses. Dans la douleur, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que quand le confinement a été déclaré en mars, les entreprises se sont retournées en 48 heures. Elles ont découvert d'abord que c'était possible. Elles ont une confirmation, ce qu'on savait déjà, nous les DRH depuis longtemps, que ça ne dégrade pas la productivité. Mais surtout, elles ont découvert que certains métiers auxquels personne n'avait pensé qu'ils étaient télétravaillables le sont devenus. Et nous, on a fait une enquête à NDRH en juin dernier avec le BCG qui montrait ça. Et que le télétravail se développera en France, non pas par le nombre de jours, mais par le nombre de métiers, type les métiers de relations clients, où on pensait que ce n'était pas possible. C'est devenu possible. Dernier point. Par téléphone, par Skype. Attention, oui, exactement. Attention au télétravail, au tout télétravail. Il est extrêmement dangereux pour la cohésion sociale des entreprises, pour le fonctionnement des entreprises. C'est pour ça que les patrons, comme disait Stéphane Blakowski, sont pour certains un peu craintifs, parce que ça pose des problèmes de management, parce qu'on n'est pas habitué à manager ça. Mais l'autre raison, c'est que l'hybridation du travail, c'est-à-dire 2 jours et demi, semble être la bonne voie. Parce que quand vous êtes à 3 jours, vous changez de monde. Sauf que 2-3 jours, c'est peut-être insuffisant au regard de l'épidémie qui flambe. On va écouter un épidémiologiste médiatique, le professeur Combe, parce que lui n'est pas du tout, mais alors pas du tout content du bilan télétravail dans notre pays. Vous réagissez Désolé après. pour le professeur Combe. Il y a un vrai flottement sur le télétravail, vous avez raison de le souligner. Moi, je pense qu'on n'aurait jamais dû arrêter le télétravail, notamment inciter des gens à abandonner le télétravail à la reprise après les vacances en septembre. Je pense que ça a été une erreur. Il faut rester au télétravail le plus possible. C'est un outil de lutte contre l'épidémie. Maître Morel, que dit le droit du travail ? Est-ce qu'on peut obliger un salarié à être en télétravail déjà ? La réponse est, dans le contexte spécifique que nous connaissons, oui. Il y a une disposition dans le Code du travail qui permet, dans les cas de force majeure, dans les cas de crise... Dans les cas d'épidémie, de crise sanitaire ? Du type crise sanitaire, effectivement, que nous connaissons, de permettre de mettre en place le télétravail de manière directe. Ça a été utilisé très largement pendant le confinement, et ça avait été du reste fait pour ça, puisque au moment des ordonnances de septembre 2017, des ordonnances de réforme du Code du travail, ce dispositif avait été allégé et avait été supprimé, le renvoi à un décret qui en empêchait l'utilisation. Donc il a été possible, et il est possible, dans le contexte spécifique que nous connaissons, encore une fois, qui est très particulier, de crise sanitaire, de mettre en place le télétravail de manière directe. Oui, c'est possible. Après, alors pourquoi ça n'est pas le cas ? Alors après, je pense pourquoi qu'il faut se poser... les employeurs, au fond, n'utilisent pas ce code,
cet article du Code du travail? Ils l'ont utilisé, comme l'a dit Benoît Serre tout à l'heure, ils l'ont utilisé assez massivement pendant la période de confinement, puisque le télétravail, l'usage du télétravail pendant cette période a été à peu près multiplié par 4, de manière massive. À ce moment-là, ils n'avaient pas le choix, en fait. Alors, à ce moment-là, ils n'avaient pas le choix, et ce qui renvoie effectivement à une question, c'est pourquoi faut-il utiliser plus largement le télétravail? Il y a 2 types de raisons à cela. Le premier type de raison, c'est la raison pour laquelle il a été massivement utilisé, notamment pendant le confinement, c'est parce que dans un certain nombre de cas, cela permet tout bêtement de continuer à fonctionner, à l'activité de continuer à fonctionner. Et ça permet aussi d'éviter des clusters que sont les entreprises. Et le deuxième type de raison, effectivement, il est sanitaire, c'est parce qu'effectivement, c'est aussi une réponse à la crise sanitaire, au fait d'éviter les interactions sociales. Et par rapport à la question de l'obligation ou de la non-obligation en direction des entreprises, et ce qu'a dit la ministre du Travail, eh bien, je renverrai en fait au même débat que celui qui s'est développé au moment du port du masque obligatoire. Vous vous souvenez, fin août, modification du protocole sanitaire, et dans le protocole sanitaire, édiction d'un principe selon lequel le port du masque en entreprise devient obligatoire. La question s'est posée, est-ce que c'est vraiment obligatoire, puisque c'est écrit dans un protocole? Et le juge administratif est venu répondre à cette question, puisqu'il a été saisi. Il est venu dire 2 choses. Il est venu dire qu'il s'agit d'une recommandation, mais c'est une recommandation qui vise à décliner l'obligation plus générale qui pèse sur l'entreprise d'organiser la prévention des risques professionnels. Donc l'obligation, elle est en général sur l'employeur, sur l'entreprise, de trouver les moyens les plus adaptés pour organiser la prévention des risques professionnels. Et le télétravail en est un. Cette organisation au sein de l'entreprise, et je salue la présence sur ce plateau de Fabrice Angéi. Bonsoir monsieur, vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Elle doit être discutée, on l'a dit, dans les jours qui viennent, parce que tout le monde a compris qu'on va devoir davantage télétravailler. Pourquoi les salariés et les syndicats que vous êtes, que vous représentez les salariés, ne poussent pas davantage au télétravail? Je vais expliquer, c'est-à-dire que la façon dont aujourd'hui le télétravail se met en place, ce n'est pas du télétravail. Le télétravail, c'est lié à une organisation du travail. Aujourd'hui, on est dans le seul cadre limité d'une réponse à une crise sanitaire, à une mesure sanitaire qui se traduit pour les salariés par un travail à domicile dégradé. Mais vous reconnaissez qu'il va falloir y répondre à cette crise. Et toutes les enquêtes le disent. Donc autant on a, et ça je le confirme, une majorité de salariés, une très large majorité, qui sont favorables au télétravail, pour X raisons, pour X raisons de transport, etc. Et autant, tous disent qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont vécu au confinement, c'est un mode dégradé. C'est des risques d'isolement, c'est des risques de cohabitation dans le foyer, sur le domicile. Donc ce qu'il faut, effectivement, il faut que aujourd'hui, si on doit prendre en compte, tout à fait, si on doit prendre en compte le télétravail, il faut le faire dans un cadre large qui n'exclut pas qu'il y ait plusieurs catégories, plusieurs typologies, y compris des mesures d'urgence. Mais il faut un cadre général qui le régisse. C'est effectivement donc la prise en charge des moyens. Trop de temps, on a 4 semaines de confinement. Mais c'est un mode d'organisation et vous vous plaignez qu'en France, on était en deçà. Moi, je crois que de travailler dans l'urgence... Oui, mais justement, ça ne peut pas se limiter à la crise sanitaire. C'est la pire des façons de l'aborder. Il est temps, et la CGT, ça fait un moment qu'elle pousse, et on a poussé, et le gouvernement qui aujourd'hui incite au télétravail, n'a pas trop incité jusqu'à présent les entreprises à négocier un accord cadre sur le télétravail. Qui ne joue pas le jeu dans cette affaire de télétravail, à votre avis? Les employeurs ou les salariés? Moi, je crois que tout le monde joue le jeu depuis le début de cette crise sanitaire et qu'il y a effectivement un certain nombre d'améliorations à faire. Je rejoins ce que dit monsieur. Le télétravail tel que nous l'avons un petit peu amélioré et créé pendant la première phase du confinement est largement améliorable. Effectivement, il faut créer des conditions pour que le travail à domicile, par exemple, puisse se faire dans des conditions beaucoup plus organisées au sein de l'entreprise. Mais ça, c'est peut-être le monde d'après la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, vous avez 25% des clusters qui sont en entreprise. Ça se fait de suite. C'est devant les transports en commun. Il y avait une concertation, vous savez, il y avait une concertation avant les ordonnances qui a été faite en 2017, signée par les organisations syndicales, les 5 représentatives, dont la CGT et le patronat, les trois organisations patronales. Ça, c'est pour mettre en place un télétravail qui soit acceptable dans les relations au travail de demain. Mais pour l'urgence. Non, mais il y a deux choses. D'abord, rappelez que le droit individuel au télétravail a été instauré dans la loi à l'été 2017. À l'époque, on se moquait pas mal de nous, d'ailleurs, dans l'hémicycle, en disant que c'était gadget, etc. On voit bien quand même l'utilité que cela peut créer aujourd'hui. Absolument.
La deuxième chose, c'est que malgré tout, si on regarde les données Eurostat, la France, avant la crise, n'était pas si en retard que ça, peut-être par rapport à d'autres pays. Je crois qu'on était à 4,7% d'utilisation de télétravail et que l'Europe était à moins de 4%. Donc il y avait déjà cette appétence-là à le faire. Et évidemment, la crise, comme vous le dites, a très fortement accéléré ce processus et nous devons ressortir de la crise avec un vrai outil de télétravail qui fonctionne. Vous savez, moi je suis élu du Val-de-Marne, les habitants de ma circonscription comptent bien ressortir de cette crise en utilisant davantage le télétravail. Vous me ramenez à l'après-crise. Moi je voudrais qu'on parle de la crise. Je vais vous montrer un reportage. Oui, je vous en prie. Et puis je vous redonne la parole juste après. Hélène Bonduel, elle s'est rendue dans une entreprise de conseil parisienne pour voir un petit peu comment ça se mettait concrètement en place. Regardez. Pas la peine de chercher. Dans les locaux d'Yves Keromnes, il n'y a personne ou presque. Vous voyez ici, dans cette pièce, normalement, il y a 7 postes de travail. On en a condamné un pour respecter les distances. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 salariés présents. Les 4 autres étaient en télétravail. Depuis le confinement, sa société, spécialisée dans les études de marché, s'est convertie au télétravail. Et pourtant, ce n'était pas évident. Il y avait 2 salariés chez qui c'était déjà la règle, mais pour le reste, non, et personne ne l'avait expérimenté, moi le premier. J'étais même plutôt à distance du télétravail. J'avais le sentiment que la vie de l'entreprise, c'était dans les locaux de l'entreprise. Contraint, on a ajusté, adapté les choses. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. C'est le cas pour Jean-Christophe. Depuis le début du confinement, il a adopté le télétravail et de fait, repensé son appartement. C'est peut-être pas l'idéal, puisque j'ai dû adapter mon salon pour travailler, pour faire du télétravail. Ça demande le soir, évidemment, de tout remettre en place. Mais voilà, je me débrouille comme je peux et au final, on va dire que ça fonctionne. Il y trouve même pas mal d'avantages et se dit plus productif. Il y a moins de stress. Parce qu'on est dans un univers qui est intime. On est plus efficace dans le sens où il n'y a pas tout ce temps perdu, on va dire, dans les transports en commun. Ses collègues, il les voit principalement en visioconférence. Salut JC, ça va? Salut Valérie, oui, ça va? Il y a 2 projets à rédiger. Ouais. Et également un guide, donc il faudra qu'on voit ensemble cet après-midi lors de la réunion. D'accord. Si tu peux déjà réfléchir par rapport à Leïla, sur quoi tu peux la mettre. Ouais. Ce qui manque le plus à l'une comme à l'autre, c'est l'émulation et surtout le lien social. Alors un jour par semaine au moins, ils se rendent sur leur lieu de travail. C'est la société qui l'impose. La journée au travail, déjà, c'est quand même un moyen de socialiser, d'échanger, d'être mieux assis quelquefois aussi. Je sais pas, de parler autre chose que du travail, avec ses collègues. Ces 7 mois à la maison ont convaincu Jean-Christophe. Et contre toute attente, ils ont aussi bouleversé les habitudes de son patron et de sa famille. Nous vivions en région parisienne. Le confinement était pour nous en Bretagne. Et ça nous a fait prendre conscience de plein de choses, de la capacité surtout de travailler à distance et de travailler depuis un autre lieu. Et du coup, aujourd'hui, je vis en Bretagne. Il ne vient plus que 2 à 3 jours par semaine à Paris. Et il songe même à trouver des nouveaux locaux plus petits pour faire des économies. Voilà, on voit que le télétravail bouleverse et donne des idées de changement de vie aux Français. Mais pour revenir sur la crise, ce qui nous concerne, voilà, la crise sanitaire, le gouvernement, si le télétravail ne suit pas, va devoir sortir le carnet de chèques pour le chômage partiel. C'est ça qu'il veut éviter, parce que les gens ne pourront plus sortir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pas tout à fait, parce que si vous vous souvenez, pendant la période de mars, la prise en charge de chômage partiel n'était réservée qu'à ceux dont le métier n'était pas télétravaillable. Parce que dans le débat qu'on a sur le télétravail en ce moment, et qu'on a beaucoup depuis quelques mois, on oublie quand même que vous avez à peu près 60% des salariés qui n'auront pas accès du fait de leur métier. Cette part va sans doute se réduire dans le temps, mais il faut un peu de temps quand même, il faut réorganiser les choses. Vous citiez le cas de PSA, qui est extrêmement volontariste là-dessus. Ça concerne qu'une partie de ses salariés, d'une part. Et d'autre part, PSA avait déjà une histoire du télétravail. Et ça rejoint un point que vous aviez évoqué, monsieur, et que Franck Morel a aussi évoqué, c'est que vous n'instaurez pas des nouveaux modes de travail dans l'entreprise comme ça. Parce que ça impacte le management, ça impacte l'organisation. Vous avez des gens qui ne veulent pas aller en télétravail.
Vous avez des gens qui ont besoin, comme c'était indiqué dans votre reportage, de se retrouver. Le temps sanitaire, c'est celui de l'urgence. Voilà, quand on est en crise, de toute façon, si ce soir le président de la République annonce un confinement général, il n'y aura pas le choix. Les 40% de Français qui étaient en télétravail en mars se retrouveront en télétravail. Vous soutiendrez ça toutes les à la entreprises, CGT, sans difficulté. Toutes les entreprises le savent. On soutient ça. Nous, on dit que ce qui prime pour la CGT, c'est la santé des salariés et des travailleurs. Donc, on est sur le sujet. Non, mais du coup, là, il n'y aura pas de discussion. Même dans les entreprises. Oui, il y a débat. Parce qu'il n'y a pas que le télétravail pour assurer la santé des salariés. Et tout n'est pas télétravail. Tout n'est pas de prendre beaucoup moins de risques sanitaires. Mais tout n'est pas télétravail. Et là, je pense qu'on a aussi une vision un petit peu excusez-moi le terme, d'un microcosme parisien. Vous avez beaucoup de bureaux d'études ici, de sièges donc centraux de sociétés. Vous venez de ma région, ça s'entend mon accent, en Provence. PACA, dans région du Sud, appelée comme ça aujourd'hui. Donc pendant le confinement, il n'y avait uniquement que 10%, malgré de salariés qui étaient en télétravail. Pourquoi ? Parce que réseau TPE, artisanat, commerce. Donc voilà, il faut voir la dimension. On peut dire que là où le virus circule le plus rapidement, les grandes métropoles, on a vu la carte que présentait Stéphane tout à l'heure, le télétravail doit être encouragé avec les partenaires sociaux. Mais pas n'importe quel prix. Mais pas n'importe quel prix. Alors, justement, on est d'accord avec ça. C'est là qu'il faut fixer un cadre. Vous avez deux manières de faire le télétravail. Soit vous avez un accord, soit vous avez une charte. Une charte, c'est pas un accord. Une charte, c'est l'entreprise qui la rédige. Une charte, c'est l'entreprise qui décide, qui la rédige, et elle n'est pas obligée de passer par un accord. Aujourd'hui, la loi ne le prévoit pas. On verra pour l'avenir. Je sais que certains syndicats le demandent, mais pour le moment, c'est pas le cas. Quand on regarde les accords qui existent aujourd'hui, moi je les ai tous regardés parce que j'en connais un paquet, ils prévoient tous, évidemment, la prise en charge des moyens de travail par l'entreprise à donner aux salariés. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en télétravail, vous êtes sous le régime du contrat de travail. Et l'entreprise a l'obligation de vous fournir les moyens de travailler. C'est d'ailleurs, ça a posé un problème en mars, que les entreprises ont découvert qu'elles n'avaient pas d'ordinateur portable, donc il fallait en acheter. Donc, après, vous avez l'affaire des... Donc il n'y a plus rien à négocier, c'est déjà dans la loi, c'est le droit du travail. Il y a quelques points à négocier, c'est le management du télétravail, et ça, c'est sans doute un sujet. Ça a été quand même assez largement négocié, je voudrais le citer, parce que le ministère du Travail a fait paraître, il y a quelques semaines, quelque chose qu'il fait paraître tous les ans, qui est toujours très intéressant, qui est le bilan annuel de la négociation collective. Et dans ce bilan annuel de la négociation collective, on relève quoi ? On relève que depuis les 3 dernières années, le nombre d'accords collectifs d'entreprises qui traitent du télétravail a été en augmentation assez importante, assez croissante. Alors évidemment, à l'heure où on se parle, nous n'avons pas les chiffres pour l'année 2020, mais on peut faire le pari, sans prendre trop de risques de se tromper, que ce nombre va continuer à augmenter. Et, comme l'a dit Benoît Serre, effectivement, on a 2 possibilités. On a l'accord collectif d'entreprise ou la charte. Et moi, je suis persuadé, on l'a vu à travers la question des protocoles en matière de protection de la santé et de la sécurité, qu'on peut tout à fait concilier, d'une part, l'urgence nécessitant une réactivité extrême et nécessitant la mise en place de mesures assez rapidement, avec le fait de faire vivre le dialogue social et avec le fait de se mettre autour de la table pour organiser, pour réguler. Ça serait, je crois... Laurent Saint-Martin. Je crois que ça serait une grave erreur que de ne pas faire confiance aux partenaires sociaux pendant la période de la crise. Comme s'il y avait une urgence pendant laquelle on ne pouvait pas faire confiance au dialogue social et il fallait imposer par le seul protocole sanitaire un certain nombre de choses, et qu'après la crise, on verra et les partenaires sociaux prendront le relais. Non, je crois au contraire qu'il y a un momentum extrêmement intéressant pour que les partenaires sociaux se mettent autour de la table sur le télétravail, mais pas que, d'ailleurs, je l'ai souvent dit, il faut que le dialogue social vive pendant la crise de manière plus large que le seul télétravail. Ce serait une erreur que le gouvernement, au fond, sorte le bâton et fasse une forme de chantage aux entreprises en disant « Attention, si vous ne faites pas, je parle de la crise sanitaire et du temps présent, de l'urgence. Si vous ne faites pas de télétravail, j'ai des moyens, au fond, je ne vous aiderai pas, je ne vous soutiendrai pas, pas de chômage partiel, pas de prêt garanti par l'État. Ça, ce serait une erreur. Est-ce que ce serait possible déjà ? M. Saint-Martin a dit quelque chose de très important et je pense que vous en témoignerez. Pendant la crise sanitaire, je peux vous le dire, jamais le dialogue social a été aussi dense et intense dans les entreprises. Il y a eu 9000 accords de reprise d'activité entre mai et juin. Ça prouve bien que lorsqu'on laisse le dialogue social sur ces sujets-là, au plus près du terrain, avec les entreprises, avec les représentants du personnel, au regard de la réalité de l'entreprise, ça marche. Ce qu'on nous dit, nous, à la NDRH, alors ça ne va pas plaire à mon voisin, c'est qu'on n'est pas favorable, dans ce genre de choses, à des négociations d'en haut qui viennent freiner le momentum que vous évoquez. Parce que je pense que le télétravail va devenir un des éléments du travail. À la veille d'un reconfinement et de mesures d'ampleur, on est prêt ? Non, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Benoît Serre, je pense que précisément le fait que le cadre applicable ait été très souple
issu des ordonnances de 17, et était très souple, a été un des facteurs explicatifs qui a permis l'explosion du nombre de télétravailleurs pendant le pic de crise. Sur le dialogue social fructueux qui n'a jamais été aussi intense que pendant cette crise, vous êtes d'accord à la CGT? Intense, je ne conteste pas. Fructueux, ça c'est d'autres mesures, parce que si on élargit le sujet sur les accords par exemple d'activité partielle de longue durée ou sur les sur les APC, les accords de performance collective, on voit bien que, y compris les syndicats signataires, et nous on en signe aussi, donc on peut se mettre dedans, les syndicats signataires disent tous que c'est quelque part contraint, le couteau sous la gorge, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est sinon la fermeture de l'entreprise, etc., la peur de perdre de l'emploi. Donc moi je nuancerai sur, extension du nombre d'accords. Est-ce que c'est des accords vraiment consentis, etc. C'est autre chose. Mais nous, je le redis encore une fois, on avait travaillé en 2017, avant que le gouvernement revienne dessus, avec tous les partenaires sociaux, donc un cadre qui permet d'appliquer les accords locaux. Parce que où je rejoins, vous voyez, c'est qu'effectivement, après l'adaptation d'être local, mais il faut des garanties nationales sur la prise en compte, combien de temps peut-elle travailler. J'ai une petite question toute simple à vous poser, ce débat qui s'achève. Est-ce qu'il n'y a pas un soupçon de l'employeur sur le télétravail? Est-ce qu'on n'a pas toujours tendance à penser que le salarié chez lui, il se tourne les pouces un peu plus qu'au bureau, franchement? Alors, pour répondre à votre question, il y a un ingrédient, en tout cas essentiel, dans l'organisation du télétravail, c'est évidemment la confiance. Parce que, évidemment, vous êtes éloignés l'un de l'autre, et donc en matière de gestion du temps de travail, en matière de suivi de la charge de travail, en matière d'organisation des temps collectifs, évidemment, tout ça est très différent. On a vu que les logiciels de surveillance, notamment dans les ordinateurs, les caméras, c'est l'antithèse du explosé. C'est aussi cette question de la confiance et cette question de la bonne maille entre, d'une part, l'autonomie laissée aux télétravailleurs et, d'autre part, le fait de poser un certain nombre de règles. C'est aussi un plaidoyer pour négocier ou pour mettre en place une charte qui sécurise tout le monde. Laurent Saint-Martin, le monde d'après, c'est un télétravail en toute confiance, sans suspicion. Oui, je crois que beaucoup d'entreprises, beaucoup de managers se sont rendus compte que l'obligation de résultat était plus importante que l'obligation de moyens et qu'effectivement cela passe par un degré de confiance renforcé. Moi je crois qu'effectivement beaucoup de managers intermédiaires qui n'avaient pas beaucoup l'habitude de cela l'ont découvert pendant la première phase de la crise et je pense que c'est un bon acquis. En un mot, le management à la française, il est fondé sur le présentéisme. C'est ça qu'il faut changer. Et vous ne le changez pas en un claquement de doigts. Dernière toute petite question. Dessus, c'est qu'on a un patronat rétrograde et la question, vous avez raison de la poser. Attendez, la raison, par rapport aux organisations patronales, je vais préciser, le MEDEF en premier, qui dans la discussion paritaire a mis en avant qu'en fait, c'est une liberté consentie aux travailleurs. Et donc, oui, pour le patronat, alors je ne parle pas du chef d'entreprise, je ne parle pas de l'entreprise locale, on s'entend, je parle au niveau d'organisation syndicale. Donc, au niveau du MEDEF, oui, il y a une considération qu'il y a quelque part, il y a un manque de confiance. On va s'arrêter là, mais on a quand même senti sur ce plateau qu'il y a beaucoup de consensus, que le dialogue est ouvert. Oui. Je vous donne cette information, ce n'est pas du tout la France. Twitter envisage le télétravail à vie de ces dizaines de milliers de salariés. Ça ne sera pas le cas dans notre pays, ça ne sera pas la norme. Merci d'être venu sur le plateau d'LCP. Laurent Saint-Martin, vous restez avec nous, va s'interroger à présent sur le plan de relance. Est-il déjà dépassé avec ce tour de vis d'ampleur attendu ce soir? Tout de suite les réponses. Alors ce budget, Laurent Saint-Martin, que vous allez faire voter à l'Assemblée nationale, est-il caduc? Pour le savoir, Thomas Després, qui fait sa chronique tous les jours à l'Assemblée dans cette émission, est allé à la rencontre de vos collègues de la Commission des Finances. N'est-ce pas Thomas? Vous leur avez posé la question. Oui, exactement Myriam. Depuis près d'un mois, les députés examinent le plan de relance, ce fameux plan à 100 milliards d'euros. Mais sera-t-il suffisant à absorber le choc économique de la deuxième vague? Certains députés sont très sceptiques sur la question. Je vous raconte tout ça. Alors à l'Assemblée, depuis plusieurs semaines, on débat du projet de loi de finances de l'année 2021, du plan de relance qui a été préparé il y a plusieurs semaines maintenant, à une époque où il n'y avait pas de deuxième vague, pas de couvre-feu, pas même de reconfinement. Mais alors, ces nouvelles annonces menacent-elles ce projet de loi de finances? Le rendent-elles caduc? On a posé la question aux députés, ils sont très divisés sur la question. Madame la députée, est-ce que le budget 2021 est déjà caduc? Oui.
J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion et je pense que les Français en sont conscients. Déjà, nous considérions qu'ils tapaient à côté. Là, très clairement, si on a des annonces de mesures plus restrictives sur la vie sociale et la vie économique, on va avoir des secteurs très en souffrance, on va avoir encore du chômage. Donc là, effectivement, il va falloir maintenant aller vers les mesures d'urgence qui sont absolument nécessaires. Autant sur la première vague, honnêtement, c'est difficile, ça vous tombe dessus, vous n'êtes pas prêt. Autant aujourd'hui, on a l'impression qu'entre la première vague et cette deuxième vague, il n'y a pas eu d'anticipation, rien n'a bougé. C'est comme si le gouvernement n'avait pas cru finalement à cette deuxième vague. On ne peut pas tout anticiper à l'avance, mais rien ne nous empêche de faire évoluer les choses. Avec les décisions qui pourraient être prises ce soir, on sera évidemment amené à amplifier le soutien à un certain nombre de corps de métier, de secteurs. Ça ne pose absolument aucun problème. Jusqu'à la mi-décembre, nous serons pleinement attachés à travailler sur le projet de loi de finances, sur le budget de la nation, et nous pourrons à ce moment-là apporter toutes les modifications. On a le sentiment d'être toujours en train de courir après les dégâts aujourd'hui causés par cette pandémie au plan économique, mais que l'État ne s'est pas adapté dans sa façon de prévoir et d'anticiper. Ce virus, comme l'a dit le Président, on va vivre avec pendant encore de nombreux mois. Donc le budget 2021 a pris en compte cette donnée extrêmement importante et nous allons accompagner les entreprises à la fois pour sauver celles à qui on demande des efforts particuliers et pour accompagner celles qui continuent leur développement pour être les locomotives de demain. Voilà, madame, je n'ai pas réussi à mettre d'accord les députés, mais peut-être que votre invité, lui, y arrivera. On va lui poser la question tout de suite. Il n'est pas déjà caduc, ce budget 2021 ? La réponse est non. On a dit depuis le début que c'était un budget que nous devions construire avec beaucoup d'humilité, à la fois sur les prévisions macroéconomiques, de croissance, de déficit, d'endettement, mais aussi par rapport aux mesures que nous mettions en place. Mais ce qui est sûr, c'est que le budget que nous votons, la France en a besoin. Mais le temps n'est pas à la relance. Aujourd'hui. Le temps est à nouveau à l'urgence, au soutien à tous ces secteurs stratégiques qui vont vraiment peut-être disparaître. Est-ce que c'est calibré ? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop, décalé, ce plan de relance aujourd'hui ? La crise que nous vivons appelle deux types de réponses différentes. Elle appelle un type de réponse d'abord de soutien, d'urgence, tous les secteurs d'activité qui ont été empêchés, dont certains ont continué à l'être pendant l'été. On a l'impression qu'à partir du déconfinement, tout le monde a pu redémarrer. Ce n'est pas vrai. Je rappelle qu'on a eu aussi des mesures d'urgence pour les discothèques, pour les voyagistes, pour tout un secteur d'activité qui était encore contraint par malheureusement les mesures administratives. Tous les secteurs qui devront être aidés le seront, en plus de ce budget. Les annonces de ce soir vont conforter le fait que l'État doit continuer à être au chevet des entreprises, des salariés qui sont justement empêchés par des conditions administratives. Donc il y aura des plans de secours supplémentaires et donc des dépenses supplémentaires qu'il faudra intégrer. Qui ne se sont jamais arrêtées, Myriam Mankawa. Elles ne se sont jamais arrêtées depuis le début de la crise. Donc ça, c'est la première réponse. Le soutien, l'urgence. Et en parallèle, il serait coupable de ne pas préparer la relance, justement, parce que d'autres secteurs d'activité continuent, repartent déjà, et continueront à repartir après les mesures de restriction annoncées ce soir. Nous votons un budget pour l'année 2021. Heureusement que nous ne devons pas partir du principe que l'année 2021 sera sur une seule vague intégralement vécue dans un confinement généralisé. L'année 2021, ça doit être l'année de la reprise. Ça doit être l'année de la reprise. Donc nous avons toujours fonctionné sur ces deux jambes. Le soutien et l'urgence pour le court terme, pour les entreprises et les ménages si la crise dure qui souffrent, et la relance. Ce que le président a dit. Mais bien sûr, nous devrons regardons la prévision de croissance. À vivre avec cette dualité-là. 10%. Il y a du soutien et il y a de la reprise en même temps. C'est très particulier la crise que nous vivons puisque nous avons mis sous cloche, si vous me passez l'expression, à la fois notre économie, mais aussi la consommation des ménages. Pour faire redémarrer à la fois la production, l'investissement, l'emploi, la consommation des ménages, il nous faut en parallèle 10% de croissance. Faire du soutien et faire de la relance. C'est la prévision sur laquelle est construite ce budget de relance. C'est pas trop optimiste. Alors qu'on est dans la deuxième vague. 8% de croissance, c'était la projection. Ce que je vous dis, c'est que ces chiffres-là, pour le coup, ils ne sont pas intéressants, puisque nous ne savons pas comment l'année 2021 va précisément se dérouler au niveau de la crise sanitaire, qui elle-même fait dépendre les conditions de la crise économique et sociale. Donc, peu me chaud le niveau de croissance exact de 2021. Ce que je sais, c'est que nous devons voter maintenant des mesures budgétaires pour préparer la France en 2021. Et donc, il y aura en même temps des mesures de soutien pour les ménages aussi. Faut-il le rappeler, nous soutenons aussi les particuliers, pas uniquement les entreprises, et puis préparer les emplois de demain. Et tout cela sans augmenter les impôts. Ça, vous vous y engagez. On l'a dit, on le fait, on le tiendra.
comment vous croire? Parce qu'on a l'impression En regardant le budget, vous verrez qu'il n'y a pas de hausse d'impôts pendant ce budget. Ce qui est vrai, par contre, c'est que si vous dépensez et que vous n'augmentez pas les impôts, il n'y a pas de recette magique. La dernière inconnue de l'équation, c'est l'endettement. Ça, c'est vrai. Donc la France... Qu'est-ce que vous dites? Pour l'instant, on peut se permettre? Mais la France a fait un choix de responsabilité comme honnêtement tous les pays du monde. C'est celle de l'endettement. Et il faut le dire, en Europe, la Banque Centrale Européenne a joué un rôle extrêmement important dans l'accompagnement de l'endettement des pays comme ceux de la France. En rachetant nos dettes. Et en rachetant nos obligations sur le marché secondaire. Et c'est nécessaire, parce que sans endettement, nous ne saurions pas aller faire face aux coûts que représente aujourd'hui et le soutien et la relance. Faut-il le rappeler que nous sommes quand même dans un ordre de grandeur de plusieurs centaines de milliards d'euros. Or, le budget de l'État annuel en est un peu plus de 400 milliards d'euros. Donc, ces centaines de milliards d'euros qui doivent être mis en plus du budget normal de l'État, vous comprendrez bien qu'on ne va pas demander aux Français de le sortir de leur poche. Et donc, oui, ça demande de l'endettement qui devra, lui, être remboursé sur le très long terme. On va suivre évidemment minute par minute ce débat budgétaire qui, avec cette crise sanitaire, est forcément bouleversé. Vous restez avec nous, ça va vous intéresser. Un nouveau rendez-vous à présent. François Durper, qui va nous accompagner tous les soirs dans CVR jusqu'à l'élection américaine. J-7, c'est parti. L'élection, c'est mardi prochain. Oui. Ça semble incroyable. Oui. Et enfin. Myriam, je suis en train de vous sourire. Ah oui. Oui, on ne sait pas. Ça vous va très bien, ce petit masque. Alors, de quoi nous parlez-vous ce soir? Alors, d'une phrase prononcée par Trump il y a 24 heures. On était dans le Michigan, donc sur le terrain, parce que Trump, pas de masque, ça continue, pas de distanciation sociale, des grands meetings. Et puis, il a dit cette phrase qui paraît assez invraisemblable. On l'écoute. Ah, on n'a pas cette phrase, me dit-on, en régie. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi. Je vais vous la raconter. Allez. Je ne vais pas vous imiter. Dommage. Donald Trump dit 3 semaines, Joe Biden est élu et Joe Biden is shot, on lui tire dessus. Et c'est Kamala Harris qui le remplace. Alors, évidemment... Ça, c'est quoi? C'est une sorte de prédiction? Qu'est-ce qu'il dit? Non, ça veut dire qu'en fait, il y a une ambiguïté, ça y est, on le voit. Il est là, je ne sais pas si on l'entend, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir l'entendre. Mais en tout cas, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire qu'effectivement, Joe Biden pourrait disparaître de la surface de la planète. Il y a une ambiguïté quand même en anglais, parce que shot en anglais, ça peut vouloir dire il est foutu, ça peut vouloir dire abattu, mais ça peut vouloir dire il est simplement foutu, parce qu'il est vieux, parce qu'il est, etc. Alors, ce qu'il a voulu dire, on ne sait pas, en tout cas, ça fait polémique, puisque évidemment, il y a un double sens dans cette phrase. Est-ce que c'est un appel à la violence ou est-ce que c'est simplement ce qu'il dit habituellement? Il n'y a plus de limite là. Voilà. En tout cas, c'est la dernière ligne droite. Ce qui est important de dire, c'est une chose, c'est que il veut mettre l'accent sur Kamala Harris. L'un est trop vieux, donc c'est Kamala Harris, la socialiste, la communiste, celle qui est proche de Bernie Sanders, qui va le remplacer. Et la deuxième chose, c'est que là, Donald Trump, il y a 3 fois moins d'argent dans les caisses républicaines que dans les caisses démocrates. Et ça, c'est quand même plutôt rare. Donc ça veut dire que Joe Biden est chez lui. Il met des pubs 30 secondes, vous savez, c'est très très cher, les pubs américaines. Et lui, il est obligé d'aller sur le terrain pour se faire de la publicité gratuite. Parce qu'évidemment, publicité gratuite, ça veut dire la presse. Sauf que la presse, elle n'est pas très très gentille pour le président. Parce qu'elle dit quoi? Parce qu'elle dit que continuer ces meetings, c'est menacer la vie des Américains. Record de Covid la semaine dernière, vendredi dernier, plus de 80 000 cas en un jour, et une étude qui montre que si on avait porté les masques comme on le fait aujourd'hui depuis le début du confinement, on aurait économisé la vie de 100 000 Américains. Pas de petits sons en perspective d'autres, c'est tout pour aujourd'hui? Non, c'était celui-là. On est désolé, on aurait dû vous le passer. Il est masqué, on fera mieux demain, on se retrouve de toute façon demain. J'imagine, vous suivez... jour après jour, cette campagne? Oui, à double titre. D'abord, parce que c'est toujours une campagne que les Français aiment suivre de façon assidue. Et puis, nous avons aussi des intérêts. La France, à l'issue de cette campagne-là, j'en prends un exemple, la taxe sur les services numériques, la taxe GAFA, ne verra pas tout à fait le même futur en fonction d'une réélection de Donald Trump ou de l'élection de Joe Biden. Il peut encore gagner Donald Trump, à votre avis? Il peut encore gagner Donald Trump, malgré les sondages? Je crois que tout est encore possible avec ce système très particulier des élections américaines. Et sur GAFA, vous avez maintenant un nouvel allié qui s'appelle l'État américain et 11 États américains plus l'État fédéral qui attaquent en justice, s'il vous plaît, Google, tout simplement.
Absolument. Rien que ça. Merci François, et désolé pour le petit son. On fera mieux demain. On va passer à présent à notre décryptage pour terminer cette émission. Ce décryptage qui nous emmène ce soir du côté d'Ankara. Depuis l'assassinat atroce du professeur Samuel Paty, Recep Tayyip Erdogan, multiples provocations et intimidations pour la deuxième fois. Il a contesté la santé mentale d'Emmanuel Macron. Alors à quoi joue le président turc? Réponse tout de suite. Jusqu'où ira l'escalade? Avant d'accueillir nos invités, les clés pour comprendre ce nouveau moment d'extrême tension entre Paris et Ankara. La nouvelle une de Charlie Hebdo, parue ce matin, caricaturant le président turc, a relancé les hostilités. Clément Perrault. Recep Tayyip Erdogan en slip, bière à la main, soulevant la robe d'une femme voilée. La une du dernier Charlie Hebdo n'a pas franchement fait rire la présidence turque. Réponse sur Twitter du chef de presse d'Ankara. La campagne anti-musulman du président français Macron porte ses fruits. Nous condamnons la volonté méprisable de cette publication de répandre son racisme culturel et sa haine. Ce même responsable promet une réponse judiciaire et diplomatique. Le ministre de la Culture, lui, tombe dans l'insulte. Charlie Hebdo, vous êtes des bâtards, vous êtes des fils de chiennes. L'outrance verbale est une marque de fabrique chez Recep Erdogan. Lundi déjà, le président turc dérape au moment d'évoquer le sort des musulmans d'Europe. Une campagne de lynchage, semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale, est en train d'être menée contre les musulmans. Derrière ces violentes saillies se dessine une stratégie politique, se poser en grand chef du monde musulman. Il veut apparaître comme le meilleur défenseur des intérêts de l'islam, des intérêts des musulmans, contre ce qu'il présente comme des agressions systématiques de la part des puissances occidentales. Donc il y a un jeu là de politique extérieure, c'est-à-dire qu'il veut se poser comme le leader du monde musulman. Je pense qu'il se trompe totalement, parce que justement dans les mondes arabes, je pense que pas grand monde n'a envie de passer sous la direction, sous l'hégémonie de la Turquie. Alors Recep Erdogan, sultan en carton-pâte, son appel au boycott des produits français n'a pas eu grand effet, et derrière les images d'une poignée de manifestants turcs anti-Charlie se cache une réalité plus nuancée. Les outrances du président sont loin de faire l'unanimité dans son pays. Il faut faire très attention entre l'effet grossissant, l'effet loupe qui peut exister à propos de tel ou tel appel, de telle ou telle déclaration visant au boycott, et la réalité des faits. Je pense que l'immense majorité des Turcs, comme l'immense majorité des peuples arabes dans les pays avoisinants, ne sont aujourd'hui pas préoccupés par cet appel au boycott. Ils ont d'autres questions économiques, politiques, sanitaires, pandémiques à régler. Dans ce contexte houleux, le Quai d'Orsay a appelé les ressortissants français de Turquie à la prudence. Surtout si le football s'en mêle. Le Paris Saint-Germain est ce soir à Istanbul pour affronter Başakşehir, un club repris en 2014 par l'entourage de Recep Erdogan. Bonsoir Antoine Basbous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire des pays arabes et vous allez dialoguer ce soir avec Marc Semo. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste au Monde, rédacteur en chef adjoint des pages Débat et Idées. Et vous connaissez très bien la Turquie, pays. Vous avez été correspondant pendant des années. Jusqu'où ira l'escalade? Est-ce que toutes ces outrances verbales, on voit encore aujourd'hui avec le ministre de la Culture turque, vous ont surpris, Antoine Basbous? Non, M. Erdogan est un habitué du fait et sa politique intérieure comme étrangère est fondée sur les excès. C'est ainsi qu'il mobilise sa population, sa clientèle, qu'il fait diversion aussi par rapport aux vrais sujets qui préoccupent les Turcs en ce moment. Et puis, en fait, il a trouvé un vide devant lui avec l'abandon de M. Trump de la politique internationale, avec l'affaiblissement de l'OTAN, la mollesse de l'OTAN. Donc M. Erdogan s'est retrouvé devant un vide qu'il a tenté de remplir. La Libye à la Syrie, à l'Irak, en passant par la Méditerranée orientale et récemment par le Haut-Karabakh. Bref, il se déploie sur tous ces fronts sans que personne ne vienne lui dire stop. Sauf peut-être M. Poutine qui, par une fois, l'a rappelé à l'ordre en abattant quelques avions turcs et encore il y a 2 jours, en envoyant ses bombardiers, frapper un camp de mercenaires syriens que M. Erdogan entraînait
dans le nord de la Syrie pour les envoyer dans le Haut-Karabakh. Alors on va déplier cette stratégie, parce qu'elle n'est pas nouvelle, cette stratégie d'Erdogan, de montrer sa puissance, de se présenter un peu en chef des musulmans, ou en tout cas une sorte de pan-islamisme comme ça, un peu à la Poutine, de façon, lui, avec la Russie. C'est pas nouveau? Non, c'est pas nouveau. Alors ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'une des raisons de la popularité d'Erdogan, alors qui est bien érodée, mais qui existe, il est quand même depuis 18 ans au pouvoir, c'est que c'est un leader populiste qui manie le verbe. Alors c'est assez fascinant, les discours d'Erdogan. C'est un mélange de mots de la rue, de mots de la mosquée. Ça change, ça a changé sur le langage politique habituel de la classe politique turque. C'est une des raisons de sa popularité. Et dans cette logique-là, avoir un ennemi, pouvoir polémiquer avec quelqu'un, c'est pain béni. Rappelez-nous les précédents. C'est un genre. Antoine Basbous commençait à en parler. Pour rappeler des exemples récents, il avait traité Angela Merkel de nazie parce qu'on avait interdit ses meetings en Allemagne. Il s'adresse toujours en tutoyant les autres leaders étrangers. Donc, il y a aussi parfois des menaces presque militaires aussi. Oui, mais ça fait partie de la rhétorique. Mais si vous voulez, quand vous polémiquez avec lui, quand vous le comparez à Poutine ou à Xi Jinping, si vous voulez, c'est pain béni là aussi. Il est magnifié, il est mis au rang des plus grands acteurs de la scène internationale. Et lui, son agenda, il est double. Il a un agenda de politique intérieure, c'est-à-dire il joue sur un nationalisme qui est réel, et en plus, en partie, il y a un certain nombre de raisons, d'aspects rationnels dans les exigences turques, que, y compris son électorat, et y compris l'opposition, admet. Et puis de l'autre côté, il y a cette guerre aujourd'hui au sein du camp sunnite au Moyen-Orient, qui oppose d'un côté, pour faire simple, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, de l'autre, les pays proches des frères musulmans, la Turquie et le Qatar. Et donc, il est dans cette surenchère, parce que vous remarquerez que dans cette crise, y compris par rapport aux caricatures, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte restent extrêmement discrets. Donc lui, il a le monopole du verbe au niveau du monde musulman pour dire « regardez, ils insultent le prophète », etc. Donc c'est de la pure démagogie, c'est extrêmement populiste, ça marche à fond. Alors, et je pense que ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas rentrer dans son jeu. Alors est-ce que ça marche? En tout cas, est-ce que ça marche chez lui en Turquie? Est-ce qu'il est soutenu dans son pays? On va rejoindre, et je vous donne tout de suite la parole, Antoine Basbous. Juste après, on va rejoindre tout de suite Ludovic de Foucauld, en duplex d'Istanbul. Bonsoir et merci d'avoir accepté ce duplex. Vous êtes le correspondant de France 24 en Turquie. La rue turque soutient-elle Recep Tayyip Erdogan dans cette surenchère verbale contre Emmanuel Macron? Bonsoir. Non, pas vraiment. On voit des images qui viennent d'autres pays musulmans avec des rassemblements très importants. Ce n'est pas du tout le cas ici en Turquie. Il y a eu quelques manifestations dans le pays, quelques petites manifestations à Istanbul qui ont vraiment peiné à mobiliser. D'ailleurs, la plupart du temps, ce n'est même pas des Turcs qui sont présents, mais des Syriens de Turquie qui sont extrêmement pro-Erdogan. Donc moi, vivant à Istanbul, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a une grande différence par rapport à d'habitude, ou vraiment très peu. En revanche, quand on parle à des Turcs qui ont l'expérience de la France, soit qui ont la double nationalité, soit qui y ont vécu, eux ont plus de véhémence ou de ressentiment à l'égard de la France. Ils nous disent que si la France est toujours aussi prompte à défendre ses valeurs, défendre la liberté d'expression, défendre Charlie Hebdo, combattre le terrorisme, elle est beaucoup moins prompte à lutter contre un autre problème qui est d'ailleurs au cœur des difficultés, et qui est les discriminations dont sont victimes les communautés musulmanes dans la société française. Et le boycott des produits français en Turquie, à Istanbul, là où vous êtes, c'est suivi ou pas? Non, c'est pas suivi. Je suis encore allé chez Carrefour tout à l'heure, il y a toujours autant de monde. J'ai demandé aux vendeurs si ils écoulaient moins de vaches qui rient ou de qui rient. Ils ne savaient même pas que c'était des produits français. Quand je vais dans les tekel, c'est-à-dire les épiceries qui vendent de l'alcool, et je demande aux vendeurs de bière s'ils boycottent les bières françaises, ils éclatent de rire. De toute façon, les produits d'importation sont toujours un peu plus chers, les produits français en particulier, et la situation économique étant ce qu'elle est en Turquie, ça change pas grand-chose pour le consommateur turc lambda. Mais ce qui est intéressant avec cette affaire de boycott, c'est que ça a permis à l'opposition turque de se réveiller. Parce que quand le président turc se drape dans son costume de pilier de l'islam sunnite, de leader de la Oumma, de la communauté musulmane mondiale, de protecteur des musulmans opprimés du monde entier, même s'il parle peu des Ouïghours en Chine, entre parenthèses, c'est très difficile pour l'opposition ici en Turquie de l'attaquer, parce que ça voudrait dire qu'elle se retrouve du côté des ennemis de l'islam. Dans un pays aussi pratiquant que la Turquie, c'est impossible. En revanche, cette affaire d'appel au boycott lui donne des munitions. Et là, du coup, depuis cette
cet appel au boycott lancé par le président turc, des voix s'élèvent dans l'opposition pour dire mais alors attendez, si vous appelez au boycott des produits français, est-ce que ça veut dire que vous allez renoncer à vos Airbus présidentiels en parlant au président turc? Ou alors est-ce que ça veut dire que la première dame, Mine Erdogan, va renoncer à son sac Hermès à 40 000 € qui a fait tellement parler dans la presse d'opposition turque ici? À Erdogan dans le débat pays politique actuel en Turquie. Merci beaucoup. Merci Ludovic de Foucault d'avoir été en direct depuis Istanbul avec nous. Antoine Basbous, elle a des visées intérieures au fond, cette surenchère verbale, ces intimidations. C'est avant tout pour redorer une image à l'intérieur du pays, politique et parce qu'il y a une crise économique aussi. Je crois qu'il y a 3 dimensions. Il y a la dimension intérieure. Il y a aussi la dimension pan-islamique, c'est parce que Erdogan veut se hisser au rang de calife, le défendeur du prophète, celui qui va être le leader du monde sunnite. Il n'y en a pas actuellement, alors qu'il n'est pas arabe, et généralement, ça vient du monde arabe. Et puis, surtout, il attire la lumière, les projecteurs, et alors il devient là un leader international. Et puis, avec cette polarisation, il se fraye un passage pour avoir un statut international. Est-ce qu'il a le statut dans la rue arabe? Est-ce que dans certains pays arabes, on l'a vu en Syrie, en Libye, on l'a vu au Bangladesh, on brûle le drapeau français depuis la republication des caricatures. Est-ce qu'on crie vive Erdogan? C'est pas pour les beaux yeux d'Erdogan, c'est pour... Parce qu'il y a eu une émotion qu'il a suscitée. Le prophète, c'est du simplisme, c'est de la démagogie, c'est du populisme, et parfois ça peut marcher. Généralement, les plus grandes manifestations contre les caricatures il y a quelques années, ça s'était passé dans le pays le plus pauvre et le plus reculé du monde islamique, c'était au Yémen. On voyait des dizaines de milliers de femmes bâchées qui manifestaient dans la rue. On ne savait pas pourquoi elles manifestaient, elles non plus, mais on leur proposait un sandwich à la fin. Donc il y a ce phénomène-là de populisme. M. Erdogan joue aujourd'hui sur de velours en s'appuyant sur les réseaux des frères musulmans qui sont présents dans plusieurs pays, arabes et non arabes, alors que dans les pays arabes, il a un allié, le Qatar, de 150 000 personnes. Il a une colonie, Tripoli, en Libye. Et il cherche à s'implanter dans le nord de la Syrie. Il est relativement isolé, c'est ce que vous dites. Il est totalement isolé. Laurent Saint-Martin, les relations entre Emmanuel Macron et Erdogan sont mauvaises depuis longtemps. Est-ce qu'il a franchi une ligne rouge, le président turc, en contestant la santé mentale du président français? Oui, il a franchi une étape de plus dans l'outrance, c'est évident. Mais comme ça a été très bien dit, le personnage poursuit dans son populisme et dans ses excès là-dessus, avec probablement un certain succès intérieur quand même. N'a pas digéré non plus, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le séparatisme, et notamment les Turcs. Il ne parle pas des du imams tout. turcs. Il n'a jamais parlé du fond du discours des Mureaux, et au contraire, il l'utilise et il le manipule pour essayer justement d'en faire croire que c'est un discours anti-musulman, ce qui est totalement l'opposé du discours des Mureaux. Et la fin de l'islam consulaire, c'est-à-dire la fin des imams turcs étrangers de la République. Mais bien sûr que tout cela participe aux propos du président Erdogan. Est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il faut sanctionner quelqu'un qui traite le président de la République française de malade mental, puisque c'est à peu près ça? Je ne le crois pas. Je crois que ça ne mérite même pas une réponse à ce niveau-là. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faut appeler à l'apaisement comme ça a été fait par le président de la République, et ne pas oublier que derrière tout ça, il y a aussi des diversions par rapport à un certain nombre de problématiques diplomatiques et internationales qui sont gravissimes, et je pense notamment à la situation du Haut-Karabakh, qu'on ne peut pas évacuer comme cela, même si ça concerne 150 000 personnes. La situation est absolument Pour résumer, dramatique. Erdogan soutient l'Azerbaïdjan évidemment. Dans le Haut-Karabakh contre l'Arménie. Et donc il ne faudrait pas, pour résumer là-dessus, faire passer l'outrance du président turc comme étant le paravent d'une problématique qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est celle du Haut-Karabakh. Marc Semo. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que la France est une cible, au-delà même de Macron, extrêmement symbolique. La modernité turque, sur les décombres de l'Empire ottoman, pendant 5 siècles, il y a eu l'Empire ottoman, les Ottomans étaient califes, les sultans ottomans étaient califes. Bon, c'était le symbole de l'islam, c'était un empire, etc. Bon, Mustafa Kemal Atatürk fait la Turquie moderne, la République, jacobine, inspirée du modèle français, utilise le mot laïque. Alors la laïcité turque est assez différente de la nôtre, en réalité c'est un contrôle de l'État sur les imams, mais il y a le mot laïque. Je crois que c'est une des seules langues, en anglais, vous avez sécular, qui n'est pas exactement laïque. Donc la France a été le symbole de la modernité de la Turquie.
Erdogan, aujourd'hui, a un projet explicite qui est, voilà, on veut refermer une parenthèse de 2 siècles, on veut rendre à la Turquie son passé, sa splendeur ottomane, redevenir une puissance, et évidemment, dans cette logique-là, où il bascule vers l'Orient, la France, c'est la cible. C'est-à-dire attaquer la France. Bon, d'un côté, c'est Emmanuel Macron, pour un certain nombre de mots qu'Emmanuel Macron a dit, y compris sur cette histoire en France, justement, à propos du séparatisme, qui est extrêmement sensible, parce que ce sont les lycées turcs, enfin les lycées où il y a des enseignants turcs. Mais au-delà même de tout ça, il y a aussi Macron, un peu le symbole comme l'était Nicolas Sarkozy. Donc c'est assez facile de prendre cette cible, et c'est là-dessus que, d'une certaine façon, il réussit, même s'il n'y a pas des manifestations très importantes, à jouer sur un sentiment de frustration réelle de la Turquie, juste un mot pour finir, qui est celui que la Turquie, les négociations avec l'Europe sont au point mort, et qu'il y a une frustration, humiliée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été traitée comme les autres pays candidats. Je vous propose, et je vous promets que je vous donne la parole, parce que je sens que vous voulez rajouter, c'est passionnant, des éléments à ce débat, mais on va retrouver la ville de Dallas à présent. Dallas, où c'est Richard Verly qui nous attend, parce que Richard, chroniqueur dans cette émission, suit les élections américaines pour son quotidien, le quotidien suisse Le Temps. On s'est posé la question de savoir si Emmanuel Macron n'était pas un peu isolé tout de même après l'hommage à Samuel Paty sur les caricatures, en disant qu'il fallait poursuivre le combat, remontrer les caricatures. On a parlé des drapeaux français brûlés. Comment la presse anglo-saxonne regarde ce qui se passe en France, Richard? Est-ce que ces agissements d'Erdogan, ces drapeaux français brûlés sont condamnés? Est-ce que la parole présidentielle est soutenue? Alors Myriam, j'entendais tout à l'heure parler des visées de politique intérieure. Eh bien, c'est ce que retiennent avant tout les journaux américains. Pour eux, la France et la Turquie sont des alliés au sein de l'OTAN qui ne s'aiment plus du tout. Mais ce duel politique, il profite avant tout aux 2 protagonistes que sont Emmanuel Macron et Recep Erdogan. Et ça, c'est le Washington Post qui le disait mardi. Alors, vu de ce côté-ci de l'Atlantique, de toute façon, les 2 hommes, Macron et Erdogan, sont dans une posture de belligérants verbaux qui convient à leur électorat. La veille, c'est-à-dire lundi, le New York Times avait qualifié le président français de défenseur acharné de la laïcité, un terme, Marc Semo l'a bien dit, qui ici aux États-Unis est traduit par un mot plus ambigu, sécularisme. Il ne faut pas oublier que la puissante Amérique, par ailleurs, est à la veille d'une présidentielle de tous les dangers le 3 novembre. Et donc ici, la surenchère verbale, c'est le quotidien. Donald Trump ne fait que ça. Donc pour le Washington Post, Macron comme Erdogan, eh bien, ils sont de bons élèves de Donald Trump. Macron a d'évidentes motivations intérieures pour sa rhétorique, juge l'éditorialiste Ishan Tharour. Le site Politico, qui est très lu à Washington, s'inquiète pour sa part quand même des visées de ce duel, et il cite une universitaire selon laquelle il est triste de voir la France répondre à l'extrémisme par l'extrémiste. Le même Politico, qui a un site européen très présent, néanmoins nuance. Pour eux, Macron n'est pas le tenant d'une ligne dure sur l'islam, donc on voit quand même qu'il y a plus de compréhension. La vérité, en réalité, c'est qu'ici, aux États-Unis, on pense que cette bataille franco-turque ne va rien changer. Pour Washington, la Turquie est un allié beaucoup trop important. La laïcité française, comme je l'ai dit, on ne la comprend pas, voire on ne la partage pas. On sait aussi que Trump et Erdogan font plutôt bon ménage. Autrement dit, si le président sortant est réélu le 3 novembre, c'est le sultan d'Ankara qui aura l'avantage. Merci beaucoup Richard, et bonne campagne, si j'ose dire, bon suivi de campagne. On reviendra évidemment vers vous dans cette émission. Antoine Basbous, les anglo-saxons, les Américains ne comprennent pas très bien ce qui s'est joué dans notre pays, on a l'impression. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas accepter l'insulte de M. Erdogan, parce que il ne faut pas se montrer mou, il faut se montrer viril. Il ne respecte que les hommes forts, que les hommes virils. Ça veut dire qu'il faudrait riposter? Par exemple, François Hollande, ce matin, disait il faut remettre en cause la présence de la Turquie dans l'OTAN. Il ne faut pas que les choses se passent comme si de rien n'était. Comme M. Erdogan, c'est un chef d'État. Il ne peut pas insulter un autre chef d'État sans conséquence. Il ne faut pas se montrer mou. Mais engager une procédure de sortie, ce serait possible? Écoutez, ce serait souhaitable? Ce que cherche M. Erdogan, c'est d'isoler la France et de l'affaiblir, de la montrer molle comme l'Europe. Et là, il ne faut pas céder là-dessus. Il y a des rendez-vous européens, il y a des aides européennes, il y a un processus qu'il faut déclencher pour que M. Erdogan tienne sa langue. Vous trouvez que la riposte est trop molle? Ce n'est pas le sujet principal.
de la France aujourd'hui. Mais il ne faut pas laisser passer, parce que M. Erdogan revient à la charge. Tous les 2 jours, il y a un nouveau procès qu'il intente à la France. Donc il ne faut pas laisser faire. Ne pas laisser passer. Il faut être intransigeant sur les principes et ne pas se montrer mou face à M. Erdogan. 30 secondes, pas plus, pour conclure. Ne pas laisser passer, ça se traduit comment? Le problème, ce ne sont pas des mots, parce que ça ne sert à rien d'être dans la surenchère des invectives. La question, c'est effectivement de prendre concrètement des décisions vis-à-vis de la Turquie, y compris de sanctions économiques, ou de remise en cause au niveau de l'accord de l'union douanière. Le problème, c'est que la France, là-dessus, est très isolée. Comme la France est très isolée, on l'avait vu cet été à propos de l'incident naval au large de la Libye, où on a frôlé un incident naval entre bateaux turcs et français, et ensuite à l'OTAN, 22 pays n'ont pas suivi la France, qui n'a été soutenue que par 22 pays. C'est toujours la même question. Comment agir dans les instances internationales où la France n'est pas toujours majoritaire? Merci infiniment, on y voit beaucoup plus clair. Merci Antoine Basbous, merci Marc Semo, et merci Laurent Saint-Martin d'avoir été notre grand témoin ce soir. Fin de cette émission. Restez avec nous, parce qu'après l'allocution du président de la République à 20h, eh bien, vous pourrez regarder une soirée documentaire exceptionnelle sur LCP, sur un thème dans l'actualité, combien à la une la laïcité et les fractures de la gauche française, documentaire signé Thomas Legrand. Très belle soirée à vous.